Les Américains ont toujours éprouvé une véritable passion pour l'automobile et aucune firme n'est allée aussi loin que Pontiac pour leur offrir les moyens d'exprimer leurs sentiments. Pontiac est aujourd'hui la division la plus dynamique de General Motors, même si, à une certaine époque, cette définition aurait été tout à fait inexacte. En fait, ces voitures étaient alors pour le moins ennuyeuses. Les acheteurs de Pontiac n'étaient pas en quête d'originalité, ils recherchaient une voiture robuste. Leur slogan publicitaire était une véritable merveille. Construites pour parcourir 160 000 km, en fait, une grande partie d'entre elles ont effectué ce kilométrage. Et lorsque les gens savaient que leur voiture pouvait durer aussi longtemps, ils n'étaient pas pressés de revenir pour en changer. Le nom de Pontiac était associé à l'idée de robustesse, de ligne désuète et pire que tout, de lenteur. Au milieu des années 50, cette division se situait en dernière place pour les ventes du groupe General Motors et était quasiment menacée de fermeture. Néanmoins, à partir de 1956, une transformation miraculeuse s'est opérée chez ce constructeur. Au bout de seulement quelques années, Pontiac a réussi à faire de ses automobiles ennuyeuses les bolides les mieux finis et les plus rapides du marché américain. Cette transformation a été entreprise par un homme considéré par beaucoup comme le plus brillant des directeurs du secteur de l'automobile au XXe siècle, Simon E. Bunky Knudsen. À cette époque-là, Jim Wangers entamait tout juste sa carrière de publicitaire chez Pontiac. Il nous présente Knudsen. Monsieur Knudsen était un passionné de course, il aimait toutes les courses. Il avait suivi une formation d'ingénieur, il s'est consacré à l'ingénierie de production et de fabrication. Ce n'était pas un spécialiste du marketing, mais c'était un fou de la voiture. Avant toute autre chose, Bunky Knudsen avait un don pour comprendre les attentes de la clientèle potentielle. Knudsen savait également, bien avant la plupart des personnages influents de Détroit, que l'avenir de l'industrie automobile se trouvait entre les mains d'une nouvelle vague de jeunes acheteurs. Il était en outre persuadé que ceux-ci ne se contenteraient certainement pas d'un simple moyen de transport. Knudsen était déterminé à satisfaire cette attente. Sous l'impulsion de Knudsen, une nouvelle image de Pontiac a fait son apparition. C'était l'ère de la White Track. Et aucune voiture n'avait encore fait autant l'objet de l'attention des designers ni bénéficié d'une telle campagne publicitaire. The only car with wide track wheels, which widen the stance, not the car itself. La White, le symbole du renouveau de Pontiac. Une grande partie du problème de Pontiac était due au manque de performance de ses moteurs. Knudsen résolut également cette question. Il mit sur pied une équipe de jeunes ingénieurs et leur confia pour mission de rendre ces moteurs Pontiac beaucoup plus puissants. En moins de 5 ans, ils avaient plus que doublé le nombre des chevaux et créé également tout un ensemble de pièces détachées spécialement adaptées aux besoins de cette nouvelle mécanique. Certaines de ces pièces ne sont jamais arrivées sur les chaînes de production et n'ont jamais figuré dans les catalogues des concessionnaires. Il fallait faire partie d'un groupe de pilotes triés sur le volet pour être au courant de leur existence. Pourtant, elles comptent parmi les pièces détachées les plus remarquables qui aient jamais été produites. Aujourd'hui, on se souvient des voitures de cette époque, rien qu'en entendant le nom donné à ce programme de développement Super Duty. La façon dont ces magnifiques voitures ont propulsé Pontiac, auparavant au bord de la fermeture à la 3e place des ventes aux États-Unis, est une histoire tout à fait exceptionnelle. Les automobiles américaines de l'après-guerre étaient extrêmement austères. Pas de fioritures, aucune allure et surtout une grave absence de puissance. La Pontiac n'était décidément pas très éloignée du modèle T. Au milieu des années 50, les acheteurs ont commencé à se tourner vers des voitures plus originales et à délaisser les Pontiac. Les ventes subissaient une énorme dégringolade depuis plusieurs années. Lorsqu'en 1956, la General Motors envisagea la fermeture de cette division si personne ne réussissait à insuffler un souffle nouveau à cette vieille voiture. L'homme choisi pour la circonstance s'appelait Bunky Knudsen. Il représentait la dernière chance de Pontiac. Lorsque M. Knudsen est arrivé au milieu de l'année 1956, il s'est vu accorder un délai de 5 années. Il devait complètement transformer cette division dans un délai de 5 ans, sans quoi celle-ci fermera immédiatement ses portes. Face à une situation aussi critique, Bunky ne perdit pas une seconde. Pontiac avait depuis longtemps besoin d'un changement complet de look, mais du fait de l'organisation cyclique des designers de la General Motors, Knudsen ne pouvait envisager de modifications esthétiques pendant au moins 2 ans. Il pouvait toutefois améliorer rapidement les performances du moteur. Son objectif était de tirer 100 de plus du nouveau petit V8 de Pontiac.
Pontiac avait donné naissance au V8 moderne dès 1955 avec un moulin de 4700 cm3 qui réussissait à développer 180 chevaux. En 1957, ce moteur avait été porté à 5680 cm3 et le nombre de chevaux était passé à 270. Il y avait également une version spéciale dont le taux de compression atteignait 10,25 à 1 et qui développait 315 chevaux. Avec ce moteur, les Pontiac de 57 étaient plus rapides de 3 secondes de 0 à 100 km/h que les modèles de 1955. Dans le cadre de ce programme, on s'est tout d'abord attaché à redessiner la culasse pour lui permettre de mieux respirer. Le légendaire Mac McKellar était l'un des personnages centraux de ce travail. Il y avait un programme destiné à le faire mieux respirer, et cela a porté ses fruits en 1957. Au moment même où Knudsen est arrivé, ce programme était prêt. Cela a vraiment permis de faire l'une des voitures les plus rapides de son époque sur la route. Avec ce nouveau gain de puissance, Knudsen voulait maintenant remporter quelques victoires en course. Il a donc fait appel à des noms célèbres dans le monde de la compétition, comme Ray Nichols et Smokey Yunick. Certains de ses pilotes étaient un peu sceptiques. Un jour, il a contacté Smokey et lui a dit « Smokey, nous allons faire de la compétition. Nous voulons très sérieusement participer à la compétition de stock car. » On dit que Smokey a alors demandé « Avec quoi allez-vous courir ?» Avec une Pontiac, bien sûr. Et Smokey aurait eu un petit rire. Pourtant, ces rires moqueurs cessèrent rapidement. Lorsque les Pontiac participèrent aux semaines de la vitesse de Daytona de 1957, elles décrochèrent des victoires époustouflantes, à la fois dans la compétition du Flying Mile et dans la grande course de stock car du Grand National. Comment ces Pontiac avaient-elles pu devenir aussi rapides en si peu de temps était un mystère pour tout le monde, à l'exception de Bunky et de ses ingénieurs. Pour la course de Daytona, ils avaient préparé une version spéciale NASCAR de 5680 cm3 équipée de 3 carburateurs Rochester, double corps et d'autres pièces spécialement conçues pour cette voiture. Ils ont sélectionné un grand nombre de fabricants extérieurs, des sous-traitants comme Edelbrock par exemple, ou encore Iscadarian, afin de réaliser des pièces spéciales pour ces moteurs Pontiac. Dès qu'ils réussissaient à obtenir exactement la pièce souhaitée, ils collaient un numéro de série dessus et vous pouviez la retrouver au service pièces détachées de n'importe quel concessionnaire local. Pontiac n'a pas eu à dépendre de sous-traitants pendant très longtemps. Le laboratoire de recherche de Knudsen obtenait de rapides progrès et en 1958, les acheteurs avaient la possibilité de retrouver de telles pièces chez les distributeurs. La cylindrée du moteur augmenta à nouveau pour atteindre cette fois 6000 cm3. La carburation en Tri-Power était une option à 94 $ qui comprenait également une culasse spéciale, prévue pour un taux de compression de 10,5 ainsi que des poussoirs de cam longs permettant d'atteindre 300 chevaux à 4600 tours-minute. L'étape suivante était une étape majeure. Pour 500 $, vous pouviez vous procurer le nouveau système d'injection Rochester qui reprenait la même culasse et le même arbre à cam pour atteindre 310 chevaux. Le tout dernier pack course portait le nom de Trophy 395A. En dehors de la culasse et l'arbre à cam spéciaux, ce pack comprenait des collecteurs d'échappement surdimensionnés et un carburateur Rochester quadruple corps. Vous passiez ainsi à 330 chevaux à 5200 tours-minute pour un supplément de prix de 320 $. Pontiac a renouvelé avec la victoire à Daytona en 1958 grâce à cette voiture qui commençait à séduire le public. Malheureusement, les États-Unis étaient alors en pleine récession économique et les ventes d'automobiles diminuaient partout. Cette baisse allait porter un coup sévère à Pontiac et Bunky Knudsen. En 1958, Pontiac a enregistré le chiffre des ventes le plus bas de toute son histoire moderne. Cette division a vendu en tout un peu plus de 240 000 voitures. C'était tout à fait incroyable. Bien entendu, c'était très ennuyeux pour M. Knudsen, car il ne lui restait plus beaucoup de temps. Cependant, derrière le rideau, des voitures véritablement irrésistibles attendaient celles de 59. Ce sont elles qui allaient permettre à Pontiac de retrouver une bonne santé. 1959 a été une année majeure pour Pontiac en matière de design. Si vous aimiez les grosses voitures avec des ailerons, vous étiez servi. En dehors de ces beaux ailerons arrière, les designers ont apporté à Pontiac deux éléments qui seront par la suite systématiquement
associé à la marque, sa grille de radiateur en 2 parties et son empattement large. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu croire, l'empattement large n'était pas le fruit du travail des ingénieurs. Il n'était pas destiné à améliorer la tenue de route de la voiture ou son équilibre. C'était un pur exercice de style. Même avec l'empattement large, la performance restait le maître mot dans la stratégie de Knudsen. Le département motorisation a une nouvelle fois augmenté la cylindrée de la Pontiac en 59 pour la porter à 6300 cm3. La version la plus puissante atteignait maintenant 345 chevaux, un gain incroyable de 112 chevaux en seulement 3 ans. À présent, le programme de motorisation de la Super Duty était au sommet de la vague. Avec des préparateurs de voitures comme Smokey Yunick et des pilotes comme Fireball Roberts, les Pontiac remportaient victoire après victoire. En février, la compétition Stock Car a été intégrée au sein des grandes fédérations sportives. Les 500 miles de Daytona de 59 allaient être la première course disputée sur la toute nouvelle piste du NASCAR. Les vitesses enregistrées lors des qualifications dépassaient en moyenne 215 km/h, mais les Pontiac étaient capables d'atteindre 15 km/h de plus. Rim riding at 145 miles an hour, Fireball Roberts has passed 34 cars in one of the most amazing rides ever seen on a racetrack. En dépit d'un avantage tout à fait évident, Pontiac ne remporta pas les 500 miles de Daytona cette année-là, mais une centaine de milliers de passionnés de course ont vu une voiture qu'ils n'oublieraient pas. Pontiac prenait plusieurs tours au Ford, Chevrolet et Chrysler. Pour Bunky Knudsen et ses ingénieurs, c'était la récompense attendue. Je me souviens avoir regardé l'une des premières courses de 25 miles à la télévision. Je crois que c'était la première à être télévisée. Mes collaborateurs s'occupaient de ces moteurs et c'était un grand moment pour moi. Près de 400 000 Pontiac ont été vendus en 1959 grâce à une nouvelle ligne, une puissance stupéfiante et un marketing très poussé qui l'a présenté comme une voiture extrêmement performante destinée à la jeunesse. Même si toutes les Pontiac qui sortaient de la ligne de production ne bénéficiaient pas de toutes les pièces Super Duty, les publicitaires faisaient tout pour que vous sachiez que ces voitures étaient propulsées par le même moteur que celui de la nouvelle Bonneville. Enfin, à peu près. Le terme Super Duty, croyez-le ou non, n'a jamais été repris par la publicité. On utilisait des termes comme spécialement équipé ou encore option spéciale et ainsi de suite. Mais on n'a jamais utilisé le terme Super Duty. Ce terme n'a été utilisé qu'au niveau interne. À présent, les pièces Super Duty commençaient à faire leur apparition dans la rue et sur les drag strips. Jim Wangers a pensé que l'engagement d'une Pontiac dans la compétition dragster serait une excellente idée en termes de marketing. J'ai réussi à convaincre les responsables de la Super Duty de prendre certaines de ces pièces et de les mettre à la disposition des pilotes de dragster. En effet, à ce moment-là, la catégorie des dragsters stock car commençait réellement à prendre de l'importance. Wangers est lui-même entré en action. Il a collaboré à la mise sur pied d'une équipe d'usine dans la catégorie Super Stock en association avec un revendeur de Détroit du nom de Royal Pontiac. Avec Wangers au volant, la Catalina Hot Chiefs de Royal a remporté la catégorie Stock Eliminator lors des US Nationals de 1960. Au début de 1961, Pontiac avait le vent en poupe. Être aux avant-postes était amusant et la seule chose qui pouvait l'être davantage était de bénéficier d'une plus grande avance sur les autres. C'était hier. Ça, c'est aujourd'hui. L'époque des ailerons était terminée. Les Pontiac de 1961 étaient plus petites et plus légères d'environ 200 kg par rapport au modèle de 1960. La carrosserie entièrement redessinée reprenait la grille de radiateur séparée en deux. Absolument aucune trace de l'image morne et ennuyeuse de Pontiac ne subsistait. Au cours des 3 dernières années, les designers en avaient fait une voiture luxueuse au point de devenir une rivale de Buick et de Cadillac en termes de ligne et de confort. Les intérieurs de la Pontiac étaient maintenant dotés d'une sellerie en cuir et d'un tableau de bord entièrement équipé. Le catalogue des équipements facultatifs était pour sa part bien rempli. Les freins à disque étaient disponibles pour 43 $, les sièges avant à réglage automatique 6 directions pour 97 $ et lève-glace automatique pour 104 $. La climatisation était chère, 430 $, mais vous pouviez réaliser de grosses économies en optant pour le système de contrôle de vitesse à seulement 16 $.
Mais même si ces voitures devenaient luxueuses, Knudsen continuait à se pencher sur ce qui lui avait permis d'obtenir ce succès, le moteur. Après 5 années de recherche et de développement, les ingénieurs de Pontiac réussirent à mettre au point la petite merveille que Knudsen espérait depuis longtemps, le moteur 421 Super Duty. C'était le joyau de ce programme Super Duty et un pur moteur de compétition. Grâce à un vilebrequin et des bielles en acier forgé, des poussoirs de soupape McKellar, une culasse spéciale autorisant des compressions de 13 à 1 et 2 quadruples corps Carter AFB sur une tubulure d'admission spéciale en aluminium, cette véritable bombe développait 405 chevaux. Le petit moteur qui au début ne dépassait pas 4700 cm3 était maintenant le plus performant de toute l'industrie automobile américaine. Lors de la dernière année du plan de redressement, tout était rentré dans l'ordre. Pontiac a remporté 21 des 51 grands rendez-vous du Grand National cette année-là et les équipes d'usines engagées en compétition dragster dominaient le championnat. Les 1962, la General Motors ne parlait plus de la fermeture de Pontiac. Maintenant, et pour la première fois, les pièces du moteur de la Super Duty étaient en vente. Absolument tout, depuis le ventilateur jusqu'au volant, avait été redessiné pour obtenir les meilleures performances. Pour disposer maintenant d'une Pontiac capable de remporter des compétitions, il suffisait de choisir la bonne combinaison de pièces d'usine. Tout allait pour le mieux pour Pontiac sur les pistes de Stock Car en 1962. Elle avait même intégré le jeune Roger Penske et sa superbe équipe. Sur la drag strip, en revanche, Pontiac se retrouvait face à une très rude concurrence. Le nouveau mot à la mode dans les stands de Superstock était le mot aluminium. Nous avions un handicap car nous étions plus lourds. Nous devions faire quelque chose pour réduire le poids de ces voitures. Nous en sommes arrivés à l'idée tout à fait nouvelle de construire des pièces en aluminium. Quasiment toute la partie avant de la Pontiac pouvait être remplacée par de l'aluminium. Toutes ces pièces provenaient bien sûr de l'usine même. Le pilote de Pontiac, Bill Blair, a restauré plusieurs voitures de compétition d'usine de ce type. Il doit prendre beaucoup de précautions avec ce métal lorsqu'il le travaille. On peut l'écrire au moment de changer les bougies. Il faut passer la main en dessous et ramener les ailes vers l'extérieur. À présent, grâce aux victoires de Pontiac sur les drag strips, la Super Duty était célèbre. Et si vous disposiez de suffisamment d'argent et des bons numéros de pièces, vous pouviez vous offrir votre propre Catalina 421 SD, si le fait de la recevoir en kit ne vous dérangeait pas. Vous pouviez vous rendre chez un concessionnaire et commander une Super Duty. Vous faisiez construire la voiture avec le moteur de série le plus puissant de Pontiac, qui était alors le plus performant du marché. Ensuite, vous passiez au magasin des pièces détachées pour vous procurer le bloc, le vilebrequin, la culasse, les bielles, les pistons, la tubulure d'admission, le collecteur d'échappement, les soupapes, et vous assembliez le tout vous-même. Au début de 1963, la recherche allant dans le sens du gain de poids se poursuivait même s'il n'y avait pas une pièce de la voiture qui n'avait pas été allégée, à l'exception du châssis. Découvrez des voitures tout à fait incroyables, les Pontiac Gruyère. Effectuer des centaines de larges trous dans le châssis de votre voiture pourrait paraître fou à la plupart des propriétaires, mais c'est un excellent moyen d'aller plus vite. Chaque kilo économisé rendait la voiture plus rapide et c'était tout ce qui comptait. Le poids de ces voitures a, je pense, été réduit d'environ 20 ou 25 kg grâce à ces trous pratiqués dans le châssis. Lorsque Roger Huntington a vu cela, il a trouvé que ça ressemblait à un gruyère. Et c'est pour cette raison qu'on les a surnommées les voitures gruyères. Mais la Super Duty la plus surprenante qui ait jamais été construite est celle-ci. Il s'agit de la Super Duty Tempest 421 de 1963. 13 de ces voitures ont été construites avec un avant en aluminium et un ensemble boîte de vitesse pont arrière combiné spécial baptisé PowerShift Transmission. Ces petites Tempest pouvaient atteindre les 225 km/h en quelques dizaines de secondes, mais il fallait savoir les piloter. Vous preniez environ une longueur d'avance et vous sentiez la voiture prendre l'ascendant. Vous vous retrouviez alors devant et vous pouviez donner toute sa puissance. Il ne vous restait alors qu'à tirer sur la manette. La Super Duty Tempest était le tout dernier fleuron de Pontiac qui n'allait pas tarder à recevoir une nouvelle stupéfiante de sa direction.
En novembre 1962, juste un peu moins de 3 mois plus tard, General Motors a fait éclater une bombe sur toutes ses divisions et sur toute la communauté sportive, en annonçant qu'il abandonnait toute participation sportive. À la suite de cette décision, le programme Super Duty de Pontiac prit immédiatement fin. Mais grâce à la dynamique engendrée par les Super Duty, 2 choses formidables se sont produites. Première, bien entendu, est que Pontiac a survécu. L'autre est cette voiture, la GTO de 64 qui a repris le flambeau des Super Duty. Ils ont obligé Pontiac à transférer ses voitures performantes sur piste à la route. Au moment où la première GTO faisait son apparition sur les routes, Bunky Knudsen avait quitté Pontiac pour devenir le président de General Motors. Mais les amoureux de Pontiac vous diront partout que la Super Duty est toujours vivante. Elle fait partie de l'héritage de Pontiac, tout comme White Track. Les 6 années de Bunky Knudsen chez Pontiac n'ont pas seulement sauvé cette division, elles lui ont confié une mission qui est encore d'actualité aujourd'hui, offrir du plaisir. Merci de votre fidélité et surtout, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les.